Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'annonce historique émise par le président Donald Trump le 10 décembre et dans laquelle les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes, tout en réaffirmant leur soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du conflit autour du Sahara marocain. La décision historique publiée par le président Donald Trump stipule ce qui suit. Les États-Unis estiment qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est l'unique solution possible. Fin de citation. Le président Trump a également annoncé qu'afin de faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis renforceront la coopération économique et sociale avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara marocain, et à cette fin ouvriront un consulat à Dakhla. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons décrypter ces derniers développements au Sahara marocain en liaison avec l'avenir de cette région et de sa population. D'autres pays suivront-ils l'exemple des États-Unis d'Amérique? Que cela signifie-t-il pour le processus de paix conduit par l'ONU? Et le président élu Joe Biden poursuivra-t-il la politique du président Donald Trump sur cette affaire? Pour débattre de ces questions et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Dennis Ross, qui est l'un des diplomates experts américains les plus éminents du Moyen-Orient. Il travaille aujourd'hui comme consultant et professeur au Washington Institute for Near East Policy et il est également conférencier au Center for Jewish Civilization à l'université de Georgetown. En outre, pendant plus de 12 ans sous l'ère de 3 administrations américaines, l'ambassadeur Dennis Ross a joué un rôle d'avant-garde dans l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis à l'égard du processus de paix au Moyen-Orient et il a été également un proche conseiller de 3 présidents américains et de 4 chefs du département d'État des États-Unis. Mais avant d'entamer la discussion avec l'ambassadeur Dennis Ross, nous allons d'abord joindre l'analyste de l'émission J.D. Gordon. J.D., je voudrais que vous nous rappeliez les positions les plus marquantes des États-Unis autour du Sahara marocain. Sure, Adam. Well, what President Trump has done is that he has codified what is. Certes, Adam, la décision du président Donald Trump a renforcé la réalité sur le terrain. La souveraineté du Maroc sur le Sahara est un fait accompli et le Royaume gouverne son Sahara. Il gère les affaires de sa population. Et aujourd'hui, le président Trump a officialisé la position américaine sans aucune ambiguïté. En fait, le monde sait désormais que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara et qu'ils ouvriront, comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, un consulat général dans la ville de Dakhla, ce qui contribuera au désenclavement et au développement des provinces du sud du Maroc et également au renforcement des relations bilatérales en général. En effet, les États-Unis aidaient le Maroc par le biais de la Fondation pour le développement en Afrique et d'autres programmes de développement dans des régions et des villes telles que Dakhla. De plus, il y a un projet gigantesque de construction du port Dakhla Atlantique au coût d'1 milliard de dollars, qui est l'un des méga-projets en Afrique du Nord. Je pense que d'autres pays suivront la même approche après cette décision américaine, alors que l'action de l'ONU n'était pas suffisamment efficace. La MINURSO a été créée en 1991 et le problème a été gelé. Donc la décision historique du président est réaliste et bien que ce qui reste de son mandat de président ne dépasse pas 1 mois, cette décision restera en vigueur car il sera difficile par l'administration Biden de l'annuler. Merci JD. Je me tourne à présent vers notre invité, l'ambassadeur Dennis Ross. Monsieur Ross, en tant qu'analyste et spécialiste des affaires internationales, vous partagez probablement l'avis selon lequel le président Trump a trouvé la solution aux efforts de la diplomatie internationale sur la question du Sahara marocain. Quel est l'impact, selon vous, de cette décision du président Trump sur la résolution de l'un des conflits internationaux les plus complexes et anciens? Pensez-vous qu'il existe d'autres pays qui suivront l'exemple des États-Unis, comme l'a dit JD, et reconnaîtront la souveraineté marocaine sur son Sahara? Je ne suis pas aussi optimiste que JD quant au fait que d'autres pays feront de même.
Nous avons vu un certain nombre de pays européens saluer la position américaine sans pour autant exprimer leur volonté de la suivre. Et la question la plus importante à présent est la suivante. Est-ce que d'autres pays en Afrique vont suivre l'exemple des États-Unis? Je pense que les pays européens continueront à maintenir leurs positions actuelles, mais nous pourrions voir des pays africains ou du Moyen-Orient soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Je ne serais pas surpris si l'Arabie saoudite et peut-être l'Égypte venaient à soutenir cette position américaine. D'autres pays pourraient effectivement à terme recevoir positivement le message des États-Unis et au fil du temps reconnaître la marocanité du Sahara. Oui, et ce qui est remarquable ici, c'est que la Jordanie, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tous annoncé avant les États-Unis l'ouverture d'un consulat général à Dakhla. Cela est peut-être une indication de ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Nous nous référons également au fait que la plupart des pays européens soutiennent l'initiative marocaine pour l'autonomie du Sahara, ce qui est, à mon avis, une position allant dans le même sens. Permettez-moi de revenir sur la déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo au sujet des conséquences diplomatiques de cette décision pour le règlement définitif de cette question. En fait, après la décision historique du président Donald Trump, Mike Pompeo a déclaré ce qui suit. Les États-Unis restent convaincus que seules des négociations politiques sont en mesure de mettre fin à ce différend entre le Maroc et le Polisario. Comme nous l'avons dit depuis longtemps, nous pensons que ces négociations devraient se dérouler dans le cadre du plan marocain d'autonomie. Fin de citation. Comme on le sait, le processus de paix au Sahara marocain se déroule sous les auspices de l'ONU. Mais depuis 18 mois, il n'y avait plus d'envoyé spécial des Nations Unies au Sahara. Et en octobre dernier, le Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Ma question pour vous, Denis Ross, est la suivante. Compte tenu de tous ces développements, comment le processus de paix mené par les Nations Unies sera-t-il affecté dans la région, sachant qu'il est actuellement suspendu ? En fait, l'envoyé spécial des Nations Unies s'est retiré pour raison de santé il y a plus d'un an. Si l'objectif est de relancer le processus de négociation onusien, alors la moindre des choses est de nommer un nouvel envoyé spécial. Maintenant, avec cette reconnaissance de la marocanité du Sahara, les États-Unis ont créé une nouvelle situation et il y a une vague de reconnaissance qui vient de l'intérieur de la région. Nous verrons si une reconnaissance similaire vient du reste de l'Afrique et je pense que les Nations Unies ont encore la possibilité de renforcer la diplomatie parce que je ne vois aucune autre partie prête à assumer ce rôle. Je crois aussi que, comme l'a dit le secrétaire d'État américain, il y a encore un besoin d'une solution politique à la question et le problème, c'est que les Nations Unies peuvent au moins aider à y parvenir. Mais nous devons être conscients du fait qu'il s'agissait d'un conflit gelé, un héritage de l'ère soviétique qui remonte à la fin de la guerre froide. Notons que l'accord de cessez-le-feu au Sahara marocain remonte à 1991 et pourtant aucune solution n'a été trouvée depuis. Récemment, le Front Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu et le Polisario agira probablement en fonction de ce que l'Algérie décidera. Actuellement, l'Algérie semble complètement perplexe et soucieuse de ses problèmes internes. Il est difficile de voir Alger jouer un rôle actif dans le soutien du Polisario d'une manière qui lui permettra de créer une situation différente. Ça mérite réflexion, bien sûr, et suivi. Ce à quoi nous assistons actuellement de la part de l'Algérie relève purement du tapage médiatique qui ne va pas au-delà de la rhétorique. Nous allons discuter du rôle de l'Algérie dans la deuxième partie de l'épisode, mais il y a des faits sur le terrain auxquels vous avez fait allusion. Je veux me référer à ce que le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré à propos du consulat général américain à Dakhla, à savoir qu'il visera à soutenir et à encourager les projets d'investissement et de développement économique et commercial dans la région.
Et nous avons vu à propos de la question palestinienne que Jared Kushner a souligné que l'économie et l'investissement sont les facteurs déterminants pour promouvoir la paix. Pensez-vous donc que ce même concept s'applique à la question du Sahara marocain comme une force motrice du processus diplomatique? Je pense que c'est possible, car l'un des piliers de la décision de l'administration américaine est sa volonté d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de certains éléments mentionnés dans le plan, avec l'aide de certains pays arabes et peut-être européens, quant au développement des projets d'infrastructures géants au Sahara marocain, chose qui donne une grande crédibilité à la reconnaissance américaine. Je crois fermement que si les conditions de vie s'améliorent, cela renforce la conviction qu'un avenir meilleur est possible. Par conséquent, j'envisage de voir une sorte d'investissement dans le Sahara marocain qui montre à la population un changement majeur pour le mieux, et c'est ce qui donne une impulsion pour une solution politique. La réponse d'un groupe comme le Polisario pourrait être que nous ne pouvons pas être achetés. Mais la réalité est que la population veut vivre en paix et en dignité. Et quand elle voit que l'investissement va de pair avec la dignité, sa conviction et son appréciation de la possibilité d'une solution vont l'amener à soutenir cette solution. Merci pour ce point important car nous pouvons vraiment apprendre des exemples passés des processus de paix. C'est le moment de faire une courte pause et après cela, nous continuerons notre discussion sur cette question sous l'angle des prochaines étapes américaines et du rôle que d'autres pays jouent dans la région. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous discutons de l'annonce historique du président Donald Trump, dans laquelle les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes. Notre invité est l'ambassadeur Dennis Ross, l'un des diplomates américains les plus éminents, jouissant d'une grande expérience au Moyen-Orient. Dennis, parmi les diverses réactions quant à l'annonce du président Trump, j'en ai choisi une que je trouve importante car elle concerne les implications géopolitiques et je veux dire ici ce que le membre du Congrès Eliot Engel, le président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants des États-Unis, a critiqué la décision de Trump en disant ce qui suit. La décision de Trump ne fait que permettre à des pays comme la Russie et la Chine de continuer à piétiner les règles et normes internationales. Fin de citation. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue et avez-vous un commentaire sur ce que d'autres membres du Congrès disent sur cette question? Vous savez, l'un des faits que nous constatons actuellement aux États-Unis est représenté par les efforts intenses de polarisation. C'est la raison pour laquelle le président élu Joe Biden a clairement indiqué qu'il avait l'intention de surmonter cette polarisation. Je pense que la réaction de certains quant à la décision du président Trump est un refus instinctif et de nombreuses décisions prises par le président Trump méritent en effet d'être rejetées. Mais est-ce que la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara en fait partie? Je pense qu'une distinction sera faite entre la question de la reprise par le Maroc de ses relations bilatérales avec Israël et la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Mais lorsque l'administration du président Biden prendra le pouvoir, elle pourra simplement dire qu'elle soutient le processus diplomatique engagé par les Nations Unies et n'émettra aucune autre observation ou remarque à ce sujet. Cela commence donc par la mise en avant d'une nouvelle réalité, en soulignant la nécessité de parvenir à une solution politique et de soutenir le processus des Nations Unies, et cela fournit un mécanisme pour d'autres, comme les Européens et les membres du Congrès qui n'ont pas encore arrêté leur position, pour se ranger derrière le plan américain. Discutons plus en détail de cette annonce du président Trump. En fait, cette décision est un décret présidentiel et cela signifie que le président Biden, lorsqu'il entrera en fonction le 20 janvier, pourrait l'annuler. Pensez-vous alors que Biden le fera ou bien appliquera-t-il la décision de Trump comme base unique d'une solution pour résoudre ce problème?
Je ne pense pas que Biden veuille prendre une décision qui fâche les partis. Du point de vue du Maroc, les deux questions ne sont pas liées l'une à l'autre. Par conséquent, je pense que Biden soutiendra la reprise des relations bilatérales, mais il n'est pas obligé de revenir sur la décision du président Trump, ni de commenter davantage la décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Au contraire, il peut se concentrer sur l'intérêt de soutenir le processus politique et encourager les Nations Unies à nommer un nouvel envoyé spécial au Sahara. Ainsi, il ne prend pas une position inverse et en même temps, il continue à soutenir une mesure qui créera en fin de compte un meilleur avenir pour les populations du Sahara marocain. Right, right. Oui, il est également clair que les relations du Maroc avec Israël sont fondamentalement normales. Sinon, elles ne prendraient pas cette caractéristique avant l'annonce de la décision de Trump. Je me retourne à présent vers JD. Lors de votre intervention, JD, au début de cet épisode, vous avez évoqué un point important quant aux investissements américains dans le port de Dakhla. Et d'après ce que Denis a dit sur l'importance de créer une nouvelle réalité sur le terrain pour donner de l'espoir aux habitants et dans le contexte de l'annonce de Trump d'ouvrir un consulat général américain, quelles sont, à votre avis, les attentes liées au processus de croissance économique qui sera mené par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays dans la région? Adam, je vois de nombreuses opportunités, un réel potentiel non seulement pour les États-Unis, mais également pour d'autres pays que vous avez cités, qui peuvent ouvrir des consulats généraux à Dakhla. C'est un signe pour le Maroc et le monde que le Sahara marocain est devenu un terrain fertile pour l'investissement. Donc après une impasse qui a duré des décennies, vous avez maintenant des reconnaissances de grandes puissances mondiales, économiques et militaires comme les États-Unis. Et je pense que l'économie dans la région va bientôt connaître une croissance rapide et qu'elle profitera à tout le monde. Denis, dans l'une de vos interventions, vous avez évoqué le rôle de l'Algérie. Que pensez-vous alors de l'impact de la décision américaine sur le processus décisionnel algérien en interne et aussi sur les relations américano-algériennes? Le Polisario, comme vous le savez, ne peut rien faire sans le soutien de l'Algérie. Alors, pensez-vous que la réaction algérienne sera fermement opposée à cette décision? Pensez-vous également que cela affectera ses appels continus à la communauté internationale pour qu'elle soutienne l'organisation d'un référendum et les États-Unis devront-ils payer un prix pour leurs relations avec l'Algérie? Je pense que l'Algérie continuera à soutenir l'organisation d'un référendum au Sahara, car c'est la politique de l'Algérie depuis très longtemps. Je pense donc que nous verrons une poursuite de cette politique, mais je ne pense pas que l'Algérie recourra à la force. Mais nous verrons plutôt un durcissement des positions et des efforts pour montrer qu'elle continue à soutenir justement le Polisario. Cependant, en raison des problèmes internes actuels en Algérie et du fait que le président algérien est toujours absent pour être soigné du nouveau coronavirus, l'Algérie est intensivement préoccupée par ces problèmes. Et la question reste de savoir s'il y a un réel sentiment d'insatisfaction en Algérie, ce qui est clairement évident avec cette gravité croissante des problèmes économiques internes en Algérie. Alors, est-ce que le gouvernement algérien cherchera à détourner l'attention du peuple de ces problèmes? C'est l'un des dangers probables, mais en même temps, ça sera une évidence pour tout le monde. Par conséquent, je ne suis pas sûr que le détournement de l'attention du peuple algérien aidera le régime en Algérie, qui, lui, devra décider si cette approche lui rendra service ou non. Je pense que le régime algérien adopte l'attitude du wait and see et donc attendre ce que va faire l'administration Biden. Bien évidemment, l'Algérie ne souhaite certainement pas entamer ses relations avec l'administration Biden en se trompant de décision.
Le régime algérien joue donc ce jeu d'attente qui est de nature limitée dans le temps. Yeah, yeah. Well, at least it's not Oui, au moins, ce n'est pas un acte précipité qui pourrait être regrettable. Denis, maintenant je vais élargir notre discussion. En fait, il y a des moments dans les affaires internationales où les équilibres des forces en puissance sont modifiés et les nations reconnaissent que le passé n'est plus applicable et qu'il faut tourner la page et prendre une nouvelle orientation. Parmi ces moments historiques auxquels vous avez contribué directement lors de votre travail au département d'État et également à la Maison-Blanche, on cite la chute du mur de Berlin, la réunification allemande et les accords de paix d'Oslo. Voyez-vous que le même concept s'applique à la question du Sahara marocain? Je ne le pense pas car la situation ne retient pas l'attention de la communauté internationale et n'est pas au centre de son attention, comme ce fut le cas dans le soutien international au mur de Berlin, en tant que centre d'intérêt primordial pendant la guerre froide, ce qui a suscité l'imagination du monde et n'était pas seulement un intérêt. Mais ici, nous sommes devant un conflit gelé qui, pour de nombreuses raisons, n'est pas au premier plan des questions qui inquiètent la communauté internationale. Par conséquent, il n'atteindra pas ce niveau. Néanmoins, il se pourrait qu'à un certain moment et soudainement, une opportunité de changement se présente pour un conflit gelé et la question urgente sera alors de savoir si ce changement sera bénéfique. Et pour le sujet qui nous intéresse, je pense que oui. En fait, cela me pousse à vous poser une question sur cette situation pleine d'opportunités. Mais elle est également pleine de risques. Si on vous demandait des conseils, lesquels pourriez-vous donner pour résoudre un tel conflit et chercher à atteindre la sécurité et la paix? Je pense que le point essentiel dans de telles situations est de réagir d'urgence et de fixer un cadre au dossier, c'est-à-dire identifier rapidement les paramètres de la question et essayer de mobiliser un large soutien. Pour ce cas particulièrement, nous assistons à un changement d'administration américaine et il y a une prise de conscience de la nécessité de trouver une solution politique, tout en prenant acte du fait qu'il n'y a pas d'envoyé spécial de l'ONU au Sahara pour le moment et qu'il est nécessaire de combler ce vide et d'appuyer l'effort déployé par les Nations Unies. Chers téléspectateurs, vous avez suivi ces analyses approfondies et pertinentes d'un expert et diplomate éminent et il est tout à fait clair que la force de pulsion a radicalement changé et que le Maroc a remporté une nouvelle victoire diplomatique dans sa longue bataille pour traiter cette question. Mais comme l'a dit l'ambassadeur Dennis Ross, il reste encore beaucoup à faire. Il y a une nouvelle administration américaine qui continuera à travailler pour jouer un rôle essentiel et central avec les Nations Unies pour parvenir à une solution politique à long terme, négociée et acceptée par tous sur cette question qui a radicalement changé au cours des dernières semaines. Merci, Monsieur l'ambassadeur Dennis Ross, et merci J.D. Gordon. Merci, chers téléspectateurs. Notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.